Donc, comment est-ce que, euh, avec donc, les interfaces, euh, donc, avec deux vues, surtout en distribué, puis surtout en Codéon, donc, en fait, Merci. Donc, oui, effectivement, ce sera plus une approche distribuée. Ici, je veux juste faire un petit disclaimer que l'aspect GPU, il n'est pas forcément prépondérant. On en bénéficie un peu de manière transparente avec StarPU. Donc, par exemple, je ne vais pas vous montrer des courbes de perf, de scalabilité avec des GPU. Euh, mais bon. Donc, mon retour d'expérience, il se fait par rapport à des travaux que j'ai fait pendant ma thèse. Donc le soft qui m'a intéressé, c'était QRMems, mais c'était pas strictement QRMems. En fait, QRMems, ça utilise des méthodes multifrontales. Donc on a des problèmes creux, mais on a des méthodes denses. Et donc du coup, ce que j'ai regardé pendant ma thèse, c'est tout un tas de méthodes denses, avec l'objectif de regarder les algorithmes qui passent à l'échelle pour pour toutes ces opérations. Si on se concentre sur une de ces méthodes qui est toute bête, qui est la multiplication de matrices, en fait, on a toute une littérature qui date des années 70, où on a déjà des algos optimaux qui ont été créés. Et ces algos optimaux, ils sont quand même assez contraints. On regarde des matrices qui sont toutes carrées, un nombre de processeurs qui est carré. Ça ne correspond pas au cas pratique, où on a un nombre de processus qui est complètement inconnus. On a des matrices qui sont de taille complètement bizarre. Et donc, il y a eu tout un tas de papiers qui sont sortis, et un qui est particulièrement remarquable, c'est celui-là qui est sorti en 97. Ce papier, il ne décrit pas un seul algorithme de multiplication de matrices, en fait, il décrit toute une famille d'algorithmes. Donc, il y en a trois qu'on va citer, des algorithmes 2D, A, B, C stationnaires. Donc, il y a encore d'autres itérations qui ont été faites sur cette littérature. Il y a des algorithmes qu'on va appeler 3D qui sont sortis au cours des années 2010. Et bon, moralement, ce qu'il faut se dire, c'est que dans la littérature, on a inventé des algorithmes en mémoire distribuée qui cherchent à ne pas déplacer la plus grosse matrice, parce que la communication, c'est là où on trouve le coût principal. Et on a des algorithmes qui ont essayé de mettre à profit le fait que parfois, sur certains clusters, la mémoire est relativement peu chère. On peut citer deux librairies qui implémentent sans support GPU la famille d'algorithmes Summa, Scalapack et Elemental. Maintenant, si on regarde du côté des implémentations modernes qui cherchent à supporter du GPU, on voit que le support n'est pas le même. On n'a pas la même variété d'algorithmes, on n'a pas été capable de faire un support aussi performant. Et donc, du coup, il y a comme une tension entre des algorithmes qui passent à l'échelle et bah, la capacité à les écrire, simplement. Donc si on regarde juste la multiplication de matrices, encore une fois, bah, c'est trois boucles imbriquées, c'est tout bête. L'implémentation séquentielle, elle pourrait ressembler à ça, mais ça, c'est pas du code optimisé, donc on va mécaniquement passer à du BLAS, on va tuiler nos algorithmes. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est d'aller chercher des supports d'exécution pour que cette expression-là puisse devenir parallèle et GPU-aware. Donc dans StarPU, la multiplication de matrices, ça ressemble à ça. On retrouve ce qu'a dit Samuel. Donc on a besoin de décrire nos matrices par tuile avec les handles, donc c'est tout ce que vous voyez en violet. On a besoin de décrire toutes les opérations dont on a besoin avec un codelet, donc c'est ce qui est en orange. Et ce qu'on retrouve bien, même si je l'ai synthétisé, c'est le fait que soit on donne une implémentation CPU séquentielle, soit on donne une implémentation GPU. Mais on a strictement fait que ça. On s'est basé sur ce qui était sur les couches optimisées qui étaient en dessous pour avoir notre performance. Maintenant, une des subtilités supplémentaires pour qu'on ait une opération qui se déroule de manière correcte, c'est de donner des modes d'accès à StarPU, et c'est ce qui va permettre de construire le graphe de dépendance dont parlait Samuel. Donc si on fait ça, on a un code qui marche très bien en hétérogène, parce que bon, en plus on a l'aspect embarrassingly parallèle de la multiplication de matrices, donc c'est super. Maintenant, si on veut aller chercher le distribué, c'est pas beaucoup plus compliqué. Donc, comme disait Samuel encore une fois, finalement, c'est une introduction qui reprend un peu ce qu'il a pu dire. Euh, on a juste besoin de donner les éléments de la distribution. Donc, par exemple, quand on enregistre notre handle, on dit c'est qui le propriétaire de ce handle. Et dans les opérations d'algèbre linéaire, typiquement, on a cette distribution qui s'appelle 2D bloc cyclique, où on a deux paramètres. Voilà. On a notre grille rectangulaire. C'est super, ça fait quelque chose qui est maintenant plus MPI-aware, pardon, GPU-aware sur un seul nœud. On a accès à des clusters avec ce niveau d'investissement qui est très léger. Maintenant, pourquoi est-ce que on a voulu continuer
cette approche et la pousser encore plus loin pour d'autres algorithmes, et du coup, la classe d'algorithmes dont j'ai parlé tout au début, c'est grâce à deux fonctionnalités clés qui ont été ajoutées assez récemment dans StarPU. La première, c'est une fonctionnalité de détection des opérations collectives de communication. Elle a été ajoutée dans StarPU 1.3. Et donc, une fois qu'on est capable de détecter les communications collectives, on a un atout pour le passage à l'échelle qui est quand même très puissant. On n'est plus en train de faire des communications point à point qui vont être très douloureuses, on peut profiter d'arbres. Et ce qui est agréable avec quelque chose comme StarPU, c'est qu'on profite de ces arbres comme on a envie. Si jamais on a des topologies qui sont un peu particulières, on peut, dans le back-end de communication de StarPU, choisir même l'arbre qu'on a envie avec une variable d'environnement. Donc c'est relativement transparent. Enfin, pardon, même c'est complètement transparent. Une autre feature, une fonctionnalité dont on a profité, c'est le fait que les patterns de réduction, cette fois-ci, tout ce qui est attrait à la réduction, est traité de manière automatique. Ce que ça va nous permettre, c'est de garder moralement le code qu'on avait là et d'avoir accès à du passage à l'échelle. En fait, si on prend le code précédent et qu'on y fait quelques modifications, donc on décrit que pour toute notre matrice C, on est en train de faire une réduction. Et on change le mode d'accès pour dire que oui, la matrice C, on est en train de la modifier au sein d'une réduction. On a quelque chose où, pour peu qu'on décrive ce mapping IJL, là, qui va correspondre à nos algorithmes de début, 2D, 3D, ABC, et en fait, on a quelque chose qui va pouvoir balayer totalement l'état de l'art. Alors qu'on a gardé nos 3 boucles imbriquées. On a gardé quelque chose qui était très propre. Pour être un peu plus précis, parce que tout le monde a montré du code, parce que moi aussi je montre du code, je vous détaille un peu le mapping qu'il y a ici. En vérité, ces 3 boucles du départ, vous avez peut-être envie de les réordonnancer, mais c'est un investissement qui me paraît acceptable. C'est pas nul, mais c'est acceptable. Et le mapping des tâches précis, vous voyez que c'est quelque chose qui est assez abstrait. On peut récupérer par exemple le propriétaire de A, et on a un algorithme qui est A stationnaire. C'est logique. C'est le propriétaire de A qui exécute, c'est A stationnaire. Il y a même quelque chose de l'expression de la motivation pour écrire les algos qui ressort un peu mieux. Donc ça, c'est sympathique pour la multiplication de matrices. Comme je vous ai dit, je ne vous montre pas des résultats sur GPU, mais nos performances. Donc ça, c'est des courbes de performance. Nos performances, c'est en vert. Et vous voyez qu'on est au-dessus de Libric assez classique comme Elemental et Scalapack. Donc c'est une approche qui fonctionne bien, au moins sur ces partitions scalaires. Maintenant, ce dont je voulais discuter aussi, c'était donc toujours de multiplication de matrices, mais on poussait le concept encore plus loin. Là, ce qu'on avait fait, c'est j'ai adapté la littérature, en fait, mais avec cette approche à base de tâches, on peut même pousser la littérature. Et donc, on peut prendre le code séquentiel, le taskifier, le starpuifier, si ça a un sens. C'est pas un vrai verbe, mais bref, voilà. Donc, on peut le starpuifier, et donc on a encore notre enregistrement de handle, on a encore notre insertion de tâche, qui est peut-être un peu plus complexe parce que, par exemple, on veut traiter cette opération symétrique. Mais en fait, ce qui est intéressant là, c'est que on va pouvoir, comme l'a dit Samuel, et du coup on va pouvoir le mettre en pratique, on va pouvoir modifier le propriétaire de nos matrices. Et en particulier, on est en train de traiter une opération symétrique, où A est la matrice symétrique, donc on a envie d'utiliser une distribution symétrique. Et c'est quelque chose qu'on peut faire très naturellement. Et vous voyez bien que l'impact, il est seulement au niveau de l'initialisation des données. C'est là où il est strictement. Il n'est pas du tout sur les 3 boucles imbriquées qui sont ici. Donc du coup, c'est très fort d'avoir quelque chose qui est distribution agnostique, si on veut. Et en fait, ça va être très fort parce qu'on a récemment des papiers théoriques qui nous montrent que quand on a des opérations qui sont symétriques, on a envie d'avoir des distributions symétriques. Si on voulait faire ce genre d'adaptation dans des softwares qui sont classiques, typiquement Scalapack, c'est pas possible. Scalapack vous donne une distribution de données, vous donne des algos qui utilisent ces distributions de données. Vous ne pouvez pas décorréler ça, vous êtes complètement bloqué. Là, avec quelque chose à base de tâches, avec des moteurs d'exécution suffisamment haut niveau, c'est très très simple. On a exploré ça avec tout un tas de collègues
pour 2 distributions symétriques qui avaient des très bonnes propriétés théoriques et on a montré que c'était quelque chose de très efficace. Donc là, je ne suis plus la courbe verte, on est la courbe rouge. Et vous voyez qu'encore une fois, on bat des librairies qui sont qui n'utilisent pas le même type de support. Encore partiellement pour répondre au why StarPU, donc effectivement, on pourrait imaginer reprendre toute cette littérature en fait, qui a été écrite dans les années 90, les années 2000-2010, et puis la refaire passer à la moulinette MPI plus OpenMP plus CUDA. On va avoir des super performances, mais on ne veut pas faire ça parce que l'investissement logiciel, l'investissement en termes de temps juste, serait beaucoup trop grand. Mais bon, on aurait bien nos algorithmes qui passent à l'échelle, etc. Si on se contente d'approches langage, telles qu'on les a présentées le reste de la journée, on s'aperçoit qu'on va peut-être pouvoir gérer l'aspect mononœud, mais quand on va vouloir passer à l'aspect distribué, le passage à l'échelle, ça, on ne l'a pas. Et effectivement, il y a certains outils qui ont été cités comme Remote Spaces pour Cocos. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, mais moi, ce qui me rassure, c'est juste que bah, y ait une direction des modèles de programmation vers ce genre d'outils. Mais voilà, est-ce qu'ils sont autant à l'épreuve de réécrire des algorithmes? Je ne sais pas. Pardon. Et enfin, je voulais quand même citer d'autres moteurs d'exécution que StarPU. Parsec, c'est un autre exemple. Mais là encore, on peut aussi se poser des questions sur est-ce que la manière d'interfacer du code avec Parsec, c'est la même que StarPU? C'est pas le cas. Le modèle séquentiel est quand même assez agréable. C'est pas ce qu'on retrouve dans Parsec. Donc, il y a des discussions même à avoir entre runtime. Enfin, il y a des débats à avoir entre runtime sur comment implémenter les choses. Il y a quand même quelques désagréments, quelques désavantages à StarPU que je voulais présenter. La première chose, c'est que si vous avez été super attentif pendant la présentation des algos, vous aurez vu que je ne suis pas passé sur un des appels qui est le if pruning dans mes algos. Et donc ça peut être quelque chose qui est assez difficile. L'idée, c'est que quand vous avez un graphe de tâches et que vous avez plusieurs rangs qui sont en train de le soumettre, en fait, vous voulez que les rangs soumettent la plus petite portion nécessaire à leur exécution. Donc vous voulez élaguer tout un tas de portions des graphes. Ça peut être difficile à écrire. Pour ces opérations d'algèbre linéaire, c'est une difficulté qui est acceptable. Peut-être que pour certaines applications, ça ne l'est pas. Le fait qu'il faut soumettre les handles, libérer en fait la gestion de la donnée à StarPU, ça peut être difficile. Voilà. Il y a certains mécanismes qui sont parfois peu clairs dans StarPU, par exemple le fait que la priorité des tâches influe des aspects distribués sur la construction des arbres, ça peut être quelque chose qui est particulier. Mais tout ça, c'est pas non plus des atrocités, c'est quelque chose avec lequel on peut écrire du logiciel de manière assez agréable. Et c'est aussi des sujets de recherche qui sont poussés, donc voilà, c'est des choses intéressantes. Par exemple, sur le pruning du DAG, il y a peut-être des opportunités pour discuter plus avec l'aspect compilation des choses. Voilà. Du coup, ma conclusion, enfin, ouais, non, il n'y a pas vraiment besoin de conclusion sur un retour d'expérience, mais disons, ce que j'ai trouvé sympathique avec StarPu, c'est cette capacité de pouvoir avoir un code qui gère l'aspect distribué et l'aspect hétérogène de manière complètement gratuite. Ça, c'est agréable. Et le fait que ça puisse permettre de récupérer des vieux algorithmes ou des algorithmes peu remis au goût du jour et même pousser certains algorithmes, c'est aussi quelque chose d'assez impressionnant. Voilà. Donc, moi, je suis très heureux de répondre à des questions s'il y en a, qu'elles soient sur le chat ou qu'elles soient dans la salle. Samuel, à un moment, dans la présentation de Samuel, il y avait une mention du gradient conjugué. Et là, toi, tu as parlé de la détection des communications collectives. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi, du coup, la détection des communications collectives asynchrones? Enfin, les communications dans StarPU sont asynchrones par nature. Donc, par exemple, il n'y a pas de all reduce, ce sera que des high all reduce. Ok, alors non, le all reduce, c'est un truc qui n'est pas géré nativement. C'est-à-dire que pardon. Alors, qu'est-ce qui est détecté? Ce qui est détecté, c'est les broadcasts. C'est pas les réductions, c'est pas les all réductions.
J'ai regardé ça sur la deuxième année de ma thèse un peu. J'ai essayé d'implémenter quelque chose dans StarPU. Moralement, euh, en fait, la difficulté, c'est pas de détecter la réduction, parce qu'on voit bien que c'est mieux ici. On voit bien qu'on a un mode d'accès rank Redux. Donc, du point de vue de StarPU, bah, on sait qu'il y a une donnée qui est accédée en réduction, et on sait qu'à un moment, on va la lire, ou on a fini la soumission des tâches, et du coup, on va la réduire pour de vrai. Donc, on va vraiment soumettre le graphe qui va bien. Que ce graphe soit un graphe de réduction ou un graphe de all réduction, parce que ça va se taper sur tous les contributeurs, c'est pas un problème. Mais c'est... pardon. Où je voulais en venir? Je voulais en venir au fait que, tel que je l'ai implémenté, la whole réduction, il faut le soumettre. Il faut juste dire, enfin en fait, s'il n'y a pas un insert task, il y a un insert all reduce. C'est quelque chose qui demande un petit peu d'investissement, on va dire, parce que c'est pas transparent complètement. Mais hein, on pourrait, oui. En fait, alors quand tu vois la lecture, tu peux déclencher la soumission du sous-graphe. La question, qui n'est pas évidente, c'est est-ce que cette donnée, tu sais, euh, est-ce que tu connais assez de ton graphe pour savoir que la donnée, elle est nécessaire à plusieurs endroits? Et du coup, le sous-graphe doit pointer sur plusieurs récepteurs ou il pointe juste sur un. Ça, c'est pas quelque chose de limpide, c'est pas quelque chose que j'ai regardé. Mais c'est quelque chose qui semble exploitable par StarPy. Voilà, ça. Est-ce qu'on a assez. Non, enfin, la problématique se pose aussi sur le broadcast. Mais c'est pas. L'automatisme n'est pas le même. Mais bref, quoi qu'il en soit, du All Reduce, ça se fait dans StarPU, c'est juste que là, c'est dans une branche expérimentale que j'ai pas fini du tout. Après, c'est là où nous, dans la considération de est-ce qu'on le fait automatiquement, est-ce qu'on demande à l'utilisateur de l'exprimer, pour une opération comme ça, dire c'est le bon moment de faire un reduce et on a envie de le faire sur tel nœud, parce que c'est une question de distribution aussi, comme la distribution qu'on a, le register handle, où c'est pas ici mais c'est après, où on dit sur quel nœud les données on préfère qu'elles soient, parce qu'on sait applicativement que c'est ça qui marche le mieux. Dire je fais un reduce avec le résultat sur tel nœud, pour moi, c'est pas déconnant de dire l'utilisateur, il va le dire. C'est pas très dur à injecter dans le code en général. Et, et après, on va faire ce qu'il faut, on va tout automatiser. Et là où c'est intéressant surtout, c'est que l'utilisateur ne peut pas se tromper. C'est-à-dire que quand il dit bah, fais un null reduce avec tel nœud, au pire, il se trompe, il ne va pas se tromper, mettre un nœud qui n'existe pas, juste entre 0 et n-1, et au pire, ça va être lent. Parce qu'on va devoir rapatrier d'une mauvaise façon. Mais c'est rassurant de se dire, bon, j'essaye des trucs, puis on verra bien les perfs. Mais je sais que mon code, il va toujours donner le bon résultat. Et ça, c'est une chose qu'on a envie de garder, de se dire, le code qui est là, on n'y touche pas. Il y a des redux où on peut se tromper parce que là, on a menti. En fait, ça peut paraître dur. Mais à part ces petites modifications-là, qui sont en général sont assez safe, hein, les histoires de mapping, au pire, c'est lent. Euh, Dans les choses que tu n'as pas trop présentées, c'est comment tu écris tes codelettes elles-mêmes, mais y compris toutes les versions pour tous les. Oh, Ça, tu le rends pas. Ouais, rapidement, ouais, je pense un exemple de code. Mm. Et, euh, et en fait, le fait que du coup, tu as un parallélisme à deux niveaux, c'est ça? Tes codelettes elles-mêmes doivent être un peu parallèles pour tirer parti bah, de ce que disait Samuel. Non? Ok. par exemple, la codelette CPU, il n'y a pas besoin d'être parallèle. Mais voilà, ça pourrait être. Ouais. Ok, ok, cool. Et une fois remarque sur, Ouais. tu parles de Celerity et de Remote Spaces. Mm. Effectivement, Celerity, ça ressemble énormément à ça. Hein. C'est un pack de tâches, c'est une Ouais. analyse de dépendance et c'est Ouais. une distribution et des échanges, des transferts de mémoire automatiques. Mm. Remote Spaces, c'est assez différent. C'est du gigas avec juste la possibilité d'accéder aux données de quelqu'un d'autre. De manière inefficace, mais enfin moins efficace que si c'était les données locales. Mais ouais, c'est assez différent de ce que tu présentes ici au final, non? Euh, disons, moi, ce qui m'intéressait pour les mentionner, c'était de dire que bah, il y avait l'air d'y avoir une motivation à aller vers le distribué dans ces espaces-là. C'était surtout ça que je trouvais intéressant. Après, euh, est-ce que la motivation, elle essaie aussi d'être transparente, c'est-à-dire qu'on garde la même soumission, la même description de juste ce qui est compute, et on a fait
et c'est tout ce qu'il y avait besoin, je ne saurais pas plus l'évaluer. Si c'est le cas, c'est tant mieux, parce que ça veut dire que bah, enfin, voilà, les gens ont plus envie de s'embêter à écrire tous les trucs bas niveau, inclus la communication, et bah, ça me semble une bonne chose. Ça me semble une bonne chose. Voilà.